Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Derrière la cour. Aujourd'hui, on a la chance de rencontrer M. Carl Thibault, vice-président vente et distribution chez IG Gestion de patrimoine. Aujourd'hui, avec lui, on a discuté du parcours de carrière qu'il a eu. Il a rejoint les rangs d'IG en 2003 avant de gravir les échelons un à un pour maintenant occuper le poste de haute direction qu'il occupe alors qu'il est responsable du développement du réseau de distribution partout à travers le Canada. Une des choses que j'ai trouvé la plus intéressante en discutant avec lui, il n'avait pas vraiment prévu se diriger dans une carrière en gestion de patrimoine, mais c'est plutôt à travers une rencontre imprévue qu'il a fait à l'université qui l'a amené à rejoindre les rangs d'IG. Notamment, on a discuté du sentiment d'imposteur qui peut parfois être ressenti par nous, les jeunes professionnels, quand on est en début de carrière et qu'on commence à gravir les échelons tranquillement. C'est une discussion qui a été super intéressante pour nous. J'espère qu'elle le sera aussi pour vous. Je vous souhaite une bonne écoute. Carl Thibault, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Merci pour l'invitation. Donc, aujourd'hui, en fait, le but du balado, comme je l'ai mentionné un petit peu avant l'enregistrement, ça va être aborder le début de ta carrière. Donc, on veut savoir, là, pour les auditeurs qui vont nous écouter, qui sont entre 17 et 27 ans, des jeunes professionnels qui veulent progresser dans le milieu, qui puissent s'identifier à toi quand tu étais aussi au même niveau qu'eux autres. Donc, si je commençais avec te demander, le début de ton parcours, ça leur ressemblait à quoi, tes études? Oui. Ben, merci. C'est une question toujours le fun. Puis, je vois, quand on regarde aujourd'hui où on en est, c'est jamais évident de prendre cette décision-là. Tellement. Puis, je trouve que maintenant, il y a tellement de choix. Il y en avait aussi pas mal quand j'ai débuté. Puis, c'est pas évident à l'âge de 17 ans, 16 ans, 17 ans, tu dis, je m'en vais au cégep. En quoi? Puis là, tu dis, bon, ben, je vais prendre le max ou peu importe, tu vas aller là-dedans. Puis après ça, tu essaies de te laisser inspirer un peu par ce que tu vois autour de toi, ton environnement immédiat ou des gens autres. Moi, je venais d'une famille d'entrepreneurs. Okay. Je me disais, j'avais ce côté-là aussi en même temps. Je dis, ça pourrait être intéressant. Puis, moi, j'ai appliqué à deux choses au départ. J'avais quand même une certaine facilité à l'école. Fait que j'avais appliqué en génie et en administration. Okay. J'étais admis dans les deux programmes. Puis, je suis rentré à l'université. Puis, la journée 1, après l'initiation, j'ai pris ma décision. Je ne sais pas si c'était à cause des initiations. Vraisemblablement pas. J'ai choisi l'administration. Okay. Je me posais la question, qu'est-ce que je voyais? Puis, je trouvais ça suffisamment vaste pour pouvoir permettre de dire, je ne sais pas exactement qu'est-ce que je veux faire. La manière que le programme est monté, ça permet de se poser des questions puis de se dire, qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans, puis de voir certaines voies. Absolument. Ça m'a intéressé, m'a interpellé. C'était sûr que j'étais dans cette direction-là. Évidemment, je pense que quand on a 17, 18, 19, 20, 22, c'est normal de se poser des questions puis de se remettre en question. Moi, je pense même que c'est un signe d'intelligence là, de dire, OK, qu'est-ce qui m'intéresse? Puis heureusement, je ne pense pas que l'humain ait été fait pour une affaire. Mm-hmm. Je pense que collectivement, on aurait pu œuvrer dans différentes sphères et être pas pire. Mais c'est de dire, qu'est-ce qui me passionne? Puis si je revenais puis de dire qu'est-ce qui m'a aidé à choisir ça, tu dis, où est-ce que j'ai des éléments de passion? Là, c'est sûr, si vous êtes, par exemple, en administration, tomber passionné sur le cours de compte avant, c'est pas nécessairement là que je veux dire. Ça peut arriver, mais c'est de se poser des questions sur quelle sphère, puis qu'est-ce qui pourrait m'intéresser. Ce que je trouve difficile pour les gens qui sont à l'écoute actuellement, c'est que tu dois prendre des décisions en fonction de formation, mais les formations ne seront pas égales à ce que tu vas faire. Tellement. Donc, 100%. Puis évidemment, si tu vas en médecine, heureusement, ça va se ressembler un peu plus au niveau dentiste. Puis une stat qui avait été faite par deux universités, l'Université Laval puis l'Université de Lyon, si je ne m'abuse, il avait identifié, après 10 ans, après une formation universitaire, quel pourcentage des gens étaient encore dans le domaine dans lequel ils avaient étudié. Mm-hmm. Là, évidemment, je n'ai pas fait d'études à cet effet-là, mais je présume que les médecins, les dentistes, les pharmaciens, ce genre de métiers-là ont resté pas mal dans ce qu'ils avaient étudié. Donc, le reste, on disait, puis ça inclut ceux qui ont demeuré, que 70% n'étaient plus exactement dans ce quoi ils avaient étudié. Ça me surprend pas. Ça fait du sens, oui. Alors, moi, je me dis, il faut se questionner, faut être curieux. Puis moi, ce qui m'a guidé, c'est de OK, j'embarque dans un parcours. Puis à un moment donné, il y a des enseignants qui vont t'inspirer plus que d'autres. C'est la géométrie variable, des fois, l'inspiration. Des fois, quelqu'un va être inspiré par un enseignant, une enseignante, d'autres pas. Moi, je me dis, si on trouve un enseignant intéressant, il faut peut-être voir est-ce que c'est l'individu qui nous intéresse de par sa capacité à communiquer ou si c'est ce qui est en arrière, puis ça nous amène un certain élément de curiosité. Fait que moi, je me dis, c'est se questionner aux fondamentaux, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, puis d'essayer d'amplifier plus ça. Parce que les rôles sont tellement différents, surtout en administration.
peux faire un paquet d'affaires, tu peux partir de ta business, ça va couvrir tellement de sphères. C'était-tu le but, là, tu sais, tu as mentionné de devenir une famille d'entrepreneurs, c'était-tu un petit peu cette voie-là qui a motivé peut-être l'administration? C'était-tu l'entrepreneuriat ou c'était... Ben c'est une bonne question, mais beaucoup de ma famille était dans l'entrepreneuriat, en ingénierie aussi. Okay. Donc, il y avait les deux sphères. Mais c'était clair pour moi que je voyais le côté entrepreneur qui était là, qui était présent. J'aimais aussi la portion vendre des idées. Tout ça m'a toujours interpellé, intéressé. Je passais le journal à 8 ans, là, puis je lisais les nouvelles avant pour quasiment informer le monde là, qu'on était là. Fait que, tu sais, j'ai toujours eu ce côté curieux-là, mais le côté entrepreneurial. J'ai toujours un respect énorme pour les entrepreneurs parce que je l'ai vu aussi avec ma famille, de voir ce que ça impliquait, puis de partir des choses. C'est pas évident, puis d'y aller au fond, puis d'investir le nombre d'heures sans compter. Et ce que j'ai appris avec le temps aussi, c'est qu'un entrepreneur, tu n'as pas besoin d'avoir un Inc. au bout. C'est un esprit, c'est un état d'esprit. Il y a des employés entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs, mais il y a des entrepreneurs intrapreneurs aussi, où on va acheter plutôt l'équivalent d'une franchise ou autre, puis on va dire, OK, moi, je n'aurais pas parti là, from scratch, comme on dit en bon français, là, puis en mettant la belle-mère, le chien, la maison en garantie, puis on part avec ça, tu sais. J'aurais mis probablement, j'aime mieux prendre une structure existante. Il y a un coût plus élevé, mais j'aime mieux aller dans une notion comme ça. Alors, se questionner là-dessus, puis oui, ça m'a toujours inspiré de voir les gens de mon entourage qui étaient entrepreneurs. Alors, je voyais ça, ce côté gestion-là aussi, j'avais eu ça. J'avais eu à l'utiliser en bas âge, puis je disais, bon, ben, on va essayer d'utiliser les forces. Puis tu mentionnais qu'une bonne façon, en arrivant à l'université, d'essayer de se positionner, c'est de rester curieux, de poser des questions, puis de voir au-delà des professeurs si la profession à long terme pourrait nous intéresser. Est-ce que toi, en arrivant à ton parcours à l'université, tu as eu un genre de déclic ou une personne clé que tu as rencontrée dans ton parcours qui te fait aligner vers la profession que tu occupes aujourd'hui? Oui, j'en ai eu des enseignants, j'en ai eu plusieurs excellents, heureusement. Puis il y en a qui sont encore là aujourd'hui. J'avais eu à l'époque Maurice Gosselin qui avait toujours eu une bonne confiance aussi. Ça avait été une personne qui avait une influence. Jean-François Henry, de l'école de comptabilité aussi, qui s'occupe maintenant de beaucoup d'écoles d'administrateurs aussi qui existent. C'était quelqu'un qui vulgarisait bien puis qui utilisait, moi, dans le cas qui me concerne, utilisait les données, la finance, la comptabilité pour la prise de décision. Moi, ce qui m'intéressait des données financières, c'est en bout de ligne de prendre des décisions avec ça. Puis je le vois souvent, là, quand je vis au milieu de la finance et de la comptabilité, ces deux cousines, ben, je me dis, souvent, il y a un travail énorme qui peut être fait sur ce qui s'est produit dans le passé. Puis qui est vraiment important, on parle à la VRF et autres, de savoir ce qui s'est produit, puis de s'assurer qu'on a les bons outils avec les IFRS, mettons, en comptabilité haute, d'avoir les bons éléments. Puis il y a l'autre notion qui est, OK, compte tenu de ce qui s'en vient, comment on va s'équiper pour prendre des décisions? Et Jean-François Henry, notamment, ce que j'avais aimé beaucoup, c'est ça, côté à vulgariser, à dire, bien, comment on s'équipe pour prendre la décision? Comment on va le faire? Ça m'avait beaucoup interpellé. Oui, c'était un enseignant qui était intéressant, mais ce qu'il amenait comme méthode, ça m'avait interpellé beaucoup. Évidemment, le lendemain que tu prends le cours, ben là, ça l'enseigne, mais qu'est-ce que ça fait aussi? Ou quel genre de job vont faire ça? Ça, c'est pas clair. Mais quand je disais de rester curieux, c'est de dire, ben, au moins de découvrir c'est quoi ses points forts. Puis ça, je fais une mini-parenthèse là-dessus parce que souvent, on va faire nos forces-faiblesses. Puis on va dire, bon, parfait, j'ai des forces, puis je vais essayer de combler mes faiblesses. Bien, il y a plusieurs écrits qui le disent, c'est bien mieux d'accentuer tes forces que d'essayer de combler tes faiblesses. Tu travailleras en équipe, puis tu trouveras des gens qui ont complémentaires. Exactement, des forces complémentaires là-dedans. Alors, s'il y a des forces que dans le parcours d'études, ben ça, j'ai plus de facilité, ça, j'en ai moins, bien, peut-être que je devrais focusser sur que j'ai du force. Parce que c'est rare quelqu'un qui va dire, hey, j'ai du fun, là, ça n'a pas de bon sens. Je suis mauvais là-dedans, mais j'ai du fun. C'est vrai. Je joue 180 au golf, mais je vois 2 fois par jour. Je veux dire, on ne voit pas ça souvent. Non, c'est très corrélé, généralement. Là, ouais. Exactement. Mais c'est intéressant. C'était la deuxième invité qui nous dit ça, justement, de travailler plus les forces que les faiblesses. Fait que je pense que c'est un conseil qui est récurrent là, chez les invités qu'on a. Puis c'est super intéressant. Par rapport à ça, là, donc après ça, on s'est dirigé plus vers la comptabilité. Ouais. C'était surtout drivé, de ce que je comprends, par l'aspect de prise de décision avec les données, c'est ça? Oui. Puis ensuite, est-ce que à travers pendant
le parcours à l'université, il y a eu, je sais pas, de l'implication? Y a-tu des choses comme ça qui ont permis de, comme, je sais pas, prendre peut-être un edge ou peu importe, de développer d'autres compétences connexes que celles apprises dans les cours? Oui, énormément. Pour moi, l'implication, s'il n'y en avait pas eu, j'aurais eu de la difficulté à me rendre à faire un MBA après. Tout ça, pour moi, c'était très important. Notamment les Jeux du commerce, je les ai participés, je les ai organisés. Dans quel cas? J'ai coaché le cas comptable pendant 20 ans. Ah ouais? OK. Je l'ai organisé, j'étais coordonnateur. J'étais directeur des sports. Mandat. J'étais directeur des sports aussi en même temps. Donc, j'ai rencontré ma blonde au Jeu du commerce. Mais voilà, on aime ça, les histoires de même. Elle faisait le cas GRH qu'elle avait gagné aussi. Cette année-là, on avait gagné avec la délégation. Moi, ça avait été une des portions. Mais je travaillais aussi en même temps avec... je travaillais à l'extérieur, mais je travaillais aussi avec des enseignants. OK. Puis, je faisais des mandats de consultation, notamment des mandats d'analyse de coûts de revient, d'analyse de... Pendant l'université? Oui, durant le temps, surtout vers la fin du bac, puis durant la maîtrise. Puis ça, ça me permettait de développer des compétences. Puis ça permettait de savoir... Tu sais, dans la vie, on passe beaucoup de temps à savoir qui on est, mais je trouve qu'il faut passer beaucoup de temps à savoir qui on n'est pas. Parce que un définit l'autre. C'est vrai. Des fois, tu te questionnes sur ce que tu aimerais faire. Bien, moi, je commence avec c'est sûr ce que tu ne ferais pas. Moi, j'aimais ça quand j'enseignais plus souvent, de dire à quelqu'un, j'espère que je vais chasser l'indifférence. J'espère qu'à la fin du cours, tu vas dire, hey, ça, c'est tellement pas pour moi. Là. Ou, ouais, mais finalement, je suis curieux, puis je vais aller là-dedans. Donc, je pense qu'il faut vraiment se connaître et voir ça. Donc, ces compétences-là m'ont permis de dire, OK, j'aime ça telle affaire, j'aime ça faire créer. Moi, je pense qu'en finance, en comptabilité, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, il y a de la place énorme pour la créativité. Pas sur les données comptables à modifier, là, parce qu'à la blague, quand j'ai débuté... idéalement pas, là. Quand j'ai débuté, vous savez combien ça donne, tu demandes à un comptable combien ça donne 1+1, un avocat va dire 2, un comptable va dire combien tu veux que ça donne. Ça, c'est à l'époque où il y avait une flexibilité dans les normes comptables. Ouais. Évidemment, il y a des règles à respecter qui sont là, mais je parle plus dans la manière dont on va se développer, la manière dont on va créer de nouvelles choses. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui m'a interpellé. Puis quand tu fais des mandats qui sont distincts, qui ne sont jamais les mêmes, que tu arrives avec des situations différentes, ben, tu es obligé d'avoir ce côté-là, puis tu en vas rapidement des fois sur Internet, puis tu regardes ce qui a été fait, puis rapidement, il n'existe pas grand-chose. Puis tu dis, OK, bien, je vais mettre des paramètres, je vais mettre des hypothèses, puis on y va. Puis je vais me tromper, c'est sûr, mais je vais essayer de pas trop me tromper. Je vais essayer de le faire avec la plus faible marge d'erreur possible. Donc moi, ça l'a influencé, ces mandats-là, l'implication, ça a été quelque chose de très important. Et même on faisait à l'époque avec les jeux, puis moi, j'ai continué ce tournoi de golf-là qu'on fait. Mais on l'avait débuté quand on était à l'université. On ramassait des sommes même pour je me rappelle, à l'époque, c'était Enfant Soleil qu'on avait fait ça. Wow. Rêve d'enfant, tout ça. Fait que c'était important. Moi, évidemment, tout le monde est unique, là, mais pour moi, c'était nécessaire d'avoir ça, qui me permettait de mettre en application un peu ce qu'on amenait. Là, parce que de la théorie, c'est bien le fun, là, mais on dit souvent que n'importe quelle profession, tu vas utiliser 10 entre 5 et 10 des connaissances, compétences acquises, puis 90 à 95 gros bon sens, débrouillardise, aptitude personnelle. Alors ça, c'est important de s'y rattacher. Mais en même temps, le 5-10 compte. Là. Quand tu vas voir un médecin qui veut t'opérer au cœur, t'espères que son 5-10, il n'est pas juste débrouillard. Je me considère débrouillard chez You le cœur, mais je trouve ça bien que les gens ont des compétences à cet effet-là. Puis tu mentionnes justement que l'implication, c'est une belle opportunité, surtout quand on est étudiant, d'apprendre à se connaître, mais aussi d'apprendre ce qu'on ne veut pas faire. Dans ton cas, c'est quoi que tu as découvert qui n'était pas pour toi? Moi, je suis quelqu'un de pas mal actif. Si ça consistait en ce qui me concerne, rester assis à un bureau, bon, COVID, on n'a pas eu le choix, le virtuel, pas mal, là, mais bon, mais rester assis à un bureau constamment, puis de ne pas avoir une interaction fréquente avec les gens, bien, c'était pas maximiser ce que j'avais. Moi, j'ai travaillé dans le public avant aussi. Je travaillais dans des épiceries. Mes parents avaient un dépanneur, puis j'allais travailler là. J'avais 5-6 ans. J'ai toujours aimé ça travailler avec le monde. Évidemment, je n'étais pas tout seul à 5-6 ans. Ça aurait été compliqué. Là, idéalement, oui. Mais moi, je savais qu'il fallait que j'utilise. Tu sais, on parle de force, d'utiliser le côté interpersonnel. J'aimais ça, ce côté-là. Et quelqu'un qui dit, ben moi, c'est l'inverse. Puis j'ai eu la chance de travailler avec plusieurs comptables, notamment dans ma vie. Puis il y en a qui disent, non, moi, j'aime ça quand j'ai mes données, que je peux faire les choses, je vais avoir de l'interaction. Je ne peux pas être à zéro, là, mais j'aime mieux travailler, développer mes choses, le faire de la manière que je le souhaite, faire des analyses où je vais avoir de l'interaction, mais plus limitée. C'est correct. Il faut juste, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. C'est comme quand on fait un test psychométrique, tu dis, hey, c'est quoi la bonne réponse? Non, la bonne réponse, c'est celle que tu donnes. Puis après ça, ben, ça va te donner une image qui est là-dessus.
Puis par rapport à l'implication, est-ce qu'il y a des contacts qui ont été créés à cet endroit-là qui ont contribué, si on veut, au développement de ta carrière? Au courant de ma carrière, puis je le fais encore, il y a un paquet de gens qui sont des collaborateurs près qui ont été issus de relations que j'ai fait là aussi, que je travaille de près aujourd'hui au quotidien avec eux. Des gens que j'ai connus, des gens que je joue au hockey avec en même temps de faire ça, qu'on joue encore, qu'on se voit là, qui sont devenus des partenaires d'affaires ou des gens impliqués là, ou même des gens qui sont intéressants parce que dans les Jeux du commerce notamment, quand je faisais partie de l'organisation, c'était dans mon cas, avec l'Université Laval, mais aussi avec l'ensemble des universités de l'Est du pays. Ouais. Tu fais des relations un peu partout. Puis j'ai un paquet de gens là, qui sont des gens très, très près de moi aujourd'hui, qui sont issus de ces rencontres-là. Puis aussi, cette implication-là, pour le faire, notamment quand il faut aller chercher des commandites, aller vendre un projet, hein, ben, il n'y a pas le choix de faire des bons et des moins bons coups. Hein, donc, tu apprends au travail. Belle école, ça, ben, ça permet justement de dire, bon, ben, en tout temps, j'aurai à monter un projet. Puis, peu importe, particulièrement en affaires, en finance, en comptabilité, que tu vendes, que tu sois un entrepreneur, qu'il faut que tu ailles vendre un projet pour que quelqu'un te prête de l'argent, ou que tu ailles vendre un conseil d'administration un projet, ou que tu aies une entité, tu es responsable des finances, puis tu veux exprimer ton idée, mais tu dois apprendre un processus. Moi, j'ai toujours l'université, à part te donner un chapeau à la fin, puis tu as un diplôme, puis c'est correct, tu as un bal, la patente, tout ça. Là. Moi, j'ai toujours dit que des formations universitaires et autres, ça permet d'apprendre à apprendre. Puis pour moi, c'est une des notions les plus importantes. Garder ce côté curieux, puis cette notion de vouloir continuer à apprendre. En bout de ligne, les connaissances qu'on a, il y a des cours que rapidement, comme on dit, là, tu fais un flush mental rapide, c'est parfait, c'est fait, on va à l'autre. Il y en a d'autres qui vont être plus marquants, mais c'est pour moi significatif de dire, ben, est-ce qu'on garde ces capacités-là d'apprendre à apprendre? Puis tu mentionnais comment, de ton côté, le côté analytique était important. Donc oui, tu voulais te baser sur des données et puis utiliser ça pour planifier le futur. Mais d'un autre côté, tu voulais pas que ça néglige le côté plus personnel. Mais ça reste qu'en rentrant en administration, il y a beaucoup de domaines ou d'emplois en finance, en comptabilité qui permettent d'avoir ces deux côtés-là. Comment tu t'es dirigé plus spécifiquement vers la planification financière, vers la gestion de patrimoine par la suite? Oui, c'est une excellente question. Quand j'ai terminé mon MBA, j'avais déjà eu des expériences, comme je le disais précédemment, puis j'ai commencé à enseigner à temps plein. Déjà? Directement en sortant? Oui. OK. J'ai commencé à enseigner comme chargé de cours. J'avais même le but à ce moment-là d'aller faire un doctorat. Ah ouais? Pour enseigner à temps plein éventuellement? Oui, j'aimais ça, ce côté-là. J'aimais ça, ce bout-là. Puis un de mes bons amis, Jean-François Henry à l'époque, m'avait dit, ben, avant de faire ça, tu devrais savoir si tu veux en faire un. Fait que j'ai un livre pour savoir s'il dit si tu veux en faire un. Parfait. J'ai le livre, puis j'ouvre la première page, puis la première question, c'est est-ce que tu veux vraiment être un PhD? Puis là, je dis non. Je refais mes livres, je dis, je sais pas. C'est tout. C'est réglé. Ça allait vite, j'aurais pu acheter juste la première page. Ouais. Fait que, mais la réalité, c'est que ce côté-là m'intéressait, mais j'avais la fibre entrepreneuriale qui était là, puis qui était OK, là, non, j'ai besoin de. Comme cette flamme-là. Puis c'est pas exclu, je dis, moi, un jour, je suis un peu hyperactif, là, peut-être en retraite, whatever, un pays dans le monde, tu vas aller finir ça pour le fun. Là, mais tu sais, moi, ce côté-là, je me connaissais mieux à ce moment-là, puis dire, ouais, je ne vais pas aller là-dedans. Fait que j'ai enseigné à temps plein. J'adorais ça. J'ai toujours aimé cette portion-là. Je le fais encore aujourd'hui, même des fois officiellement, mais officieusement dans ce que je fais. Pour moi, l'enseignement, tu n'as pas besoin d'avoir un titre de chargé de cours ou d'enseignant. C'est vendre des idées. C'est ta manière dont tu es capable de vulgariser. Tellement. Capable d'amener un groupe avec lequel tu travailles à dire, bon, ben OK, je vais comprendre où tu vas. Parce que des fois, on est dans des situations complexes, on essaie de vulgariser, puis c'est bien tough. Tu sais, Warren Buffett disait, moi, si après 2 phrases, je ne comprends pas ce que tu fais, ben, j'achète pas ton idée. Il faut que je sois capable. Des fois, tu as des gens en nouveau technologique qui arrivent, ils vont t'expliquer ça, ça a l'air incroyable, puis tu te dis, hey, c'est pas pire son affaire, mais j'ai rien compris. Donc, d'être capable de vulgariser, pour moi, ça a donné beaucoup d'opportunités de le faire. Accident de parcours par la suite. Je n'avais pas d'intérêt à aller en planification financière. OK. En fait, je ne connaissais pas ça, la planification financière. Dans quel domaine on se dirigeait plus, mettons? Là, j'étais en comptabilité, là, j'aimais ça enseigner, mais je disais, ça va être en business. Probablement, je vais regarder un rôle. Puis, il y avait même un besoin dans l'entreprise familiale, mais je dis, non, pas encore, c'est pas ça qui est là. Puis malgré le fait que ça aurait été une belle opportunité, certainement. Exactement. C'est difficile, des fois, sortir un petit peu de les sentiers battus, absolument. Puis, à un moment donné, accident de parcours, je rencontre quelqu'un qui aurait été, puis à ce jour, un mentor important en planification financière, qui est président maintenant pour le Québec.
Claude Paquin, il était responsable d'un bureau régional à l'époque. Puis je le rencontre par accident, vraiment. C'était là, bon, on est là. Comment ça s'est passé? En fait, je suis curieux. En fait, écoute, c'est assez fortuit. Là, j'étais à mon bureau à l'université. Ma blonde, elle finissait là, son bac en même temps. Puis elle dit je vais aller au Carrefour de l'emploi pour me trouver une job. Parfait, c'est bon. Fait que, elle dit peux-tu venir avec moi? Ça ne me tente pas d'y aller tout seul. Puis t'as mon heure de lunch. T'avais un cours, je dis correct, je vais y aller. T'sais. Mais moi, j'étais zéro en recherche de rien. Là. C'était pas ça. En fait, je ne savais pas que j'étais en recherche, mais je ne pensais pas que j'étais en recherche de rien. Puis c'est drôle parce que ma blonde, elle arrive, puis je pense au 3e kiosque, c'était réglé. C'était bon, OK, c'est fini. Fait que moi, je fais le tour tout seul, parce que ça n'avait pas été long qu'elle avait trouvé ce job. C'est ça. Fait que je fais le tour, je vais retourner. Puis j'avais rencontré des gens de chez IG à ce moment-là. Puis je suis comme, non, ça m'intéresse pas tant. Je vais planif financière. Puis je dis, OK. Parce que moi, les ventes des REER ou des placements ou tout ça, là, ça me tentait pas tant. L'image que j'avais était pas nécessairement là, la plus spectaculaire. Je comprends. Tu sais, des gens qui vendaient des produits d'assurance ou de placement ou autre, ça ne m'interpellait pas. Puis c'est personnel encore là c'était ça. Puis, pour une raison ou une autre, genre avec des personnes qui étaient là, puis je suis OK, c'est bien le fun, puis on change de coordonnées, mais je suis comme OK, on s'en reparlera jamais, c'est pas grave. C'est bien correct. Finalement. Puis à un moment donné, quelques mois plus tard, j'ai eu une rencontre avec Claude Paquin, puis il m'a montré c'était quoi la planification financière. Lui avait créé un bureau multidisciplinaire, mais il y avait aussi beaucoup de comptables, notamment, qui me parlaient, bien évidemment, qui avaient développé une expertise vraiment approfondie sur dire on fait un accompagnement complet. On travaille avec des entrepreneurs, avec des médecins, sur la durée de vie complète de leur entreprise et autres, on va les guider au complet là-dedans. Dans les notions fiscales, dans les notions de succession, dans les notions aussi de placement. Là. Puis à l'époque, on pensait que c'était compliqué, mais là, c'est vraiment compliqué. Depuis Morneau en 2018, là, tu sais. Fait que moi, je disais, hey, OK, ça m'intéresserait. Ça va au-delà de la vente de REER, là. Moi, j'ai toujours vu l'utilisation de produits, que ce soit en passif, en investissement, en assurance, ça devrait toujours être la dernière étape. C'est un médecin, là. Un médecin va parler, j'ai une molécule pour toi. Ça ne sait même pas ce que j'ai. J'ai une molécule pour toi, t'es en spécial cette semaine. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, les produits que tu as besoin devraient toujours être ça quand tu es en affaires, quand tu as des besoins comme humain, ça devrait être la dernière étape. Tu te lèves pas le matin en prenant 2 aspirines au cas où tu auras mal à la tête. Tu sais, je veux dire, puis en bout de ligne, les produits, on va être honnête ici, tu vas dans une pharmacie, tu as mal à la tête parce que le festival d'été était trop le fun, tu as pris trop de vin rouge, mettons, là. Ben, tu sais, t'en as 8 pieds de long, là, Tylenol, Advil, Motrin, puis d'après moi, si t'as pas d'enjeu physique quelconque, tu prends de l'eau, une marche, ça, puis ça va marcher. Tu sais, ça va fonctionner. Mais là où je trouve que la planification financière vient différencier, c'est de dire, je vais prendre l'exemple là, de l'aspirine et autres. Si je suis hémophile, l'aspirine, c'est vraiment pas pour moi. L'enjeu, c'est pas le produit de l'aspirine qui est pas bon. Ça fait des dizaines d'années que ça existe. Je sais pas, là, même plus que ça probablement. Puis, mais c'est de l'usage qu'on va en faire. De quelle manière on va dire, OK, j'ai besoin de stratégies, j'ai des stratégies fiscales, j'ai des stratégies financières. Ce serait quoi la posologie que j'aurais besoin? Alors, ça, je fais l'analogie avec l'utilisation de produits financiers quelconques, mais c'est vrai aussi pour toutes les solutions qu'on va chercher. Trop souvent, on va à un congrès, pogne une solution, on essaye, tu sais, de dire souvent, je dis, hey, moi, j'ai un cercle, puis je vais rentrer un triangle dedans. Ça rentre, le triangle, ça fit. Tu sais, mettons, les tailles sont là. Mais à long terme, il va y avoir des écarts. Ça peut devenir inconfortable, ça. Fait qu'au lieu d'essayer de trouver la solution au départ, prenons le temps là, avec l'humain de dire, OK, je suis là, c'est là que je veux me rendre. On va prendre une photo, on va regarder les stratégies, puis à la fin, on regardera les outils finalement qu'on aura besoin. Mm-hmm. C'est de l'essence, là, super, c'est bien bon. Là. Mais si c'est une auto électrique, ça ne donne rien. Fait que peu importe le rabais que tu auras dessus, là, parce que tu as un rabais d'essence quelconque. Donc, ça, souvent, je trouvais que dans le marché financier, je me suis rendu compte que c'est ce qui ne m'intéressait pas au départ. C'est qu'une approche produit qui était très présente. Je comprends. Et ça, moi, d'avoir une approche conseil, c'est ce qui m'a intéressé. Puis de dire, mais comment on peut aider les gens, les entrepreneurs et autres? On le sait, là, vous savez, quand on fait du transfert d'entreprise, il y en a beaucoup au Québec, actuellement, 76% des entreprises se transfèrent. La stat le dit, c'est plus de 23 000 heures passer à monter une entreprise. Et en moyenne, les gens passent moins de 100 heures à la transférer. C'est fou, hein? Puis là, le côté fiscal, il y a ci, il y a ça. Puis c'est pas pour rien qu'on a créé avec la chaire
l'Université Laval, la chaire en planification financière, un guide de transfert d'entreprise pour illustrer quel professionnel fait quoi. Le notaire fait quoi où. Puis l'avocat fait quoi. Puis le comptable, puis le planificateur financier. Puis l'avocate, elle va intervenir à quel endroit, le cas échéant. Et ça, il y a aussi un gros morceau qu'on a délaissé puis qui a été développé beaucoup d'ailleurs à l'Université Laval, entre autres avec Marie-Pierre Tremblay, avec l'École d'entrepreneuriat. C'est tout le côté humain. Tu as une entreprise, ça te définit un manis aussi. Puis de dire, qu'est-ce que je vais faire après, là? Beau, là, j'ai assez d'argent. Là, je travaillais 104 heures par jour. Puis on tombe à zéro. Je tombe à zéro. Et ça, je vais passer plus de temps que ma blonde, mon chum. Mais là, je t'ai toujours connu que tu étais là un certain nombre d'heures par jour, ça me plaisait. Plus que ça. Ça change le quotidien, là. Oui. Ça me tente moins. Tu sais, fait que tu n'aimes pas le golf, je suis 180, mais tu tombes à 172, c'est pas si bon. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Alors, moi, c'est tout ça dans l'accompagnement, de dire comment on peut mieux guider là-dedans. Le produit, après ça, tu dois connaître l'impact des placements, l'impact de l'assurance et tout ça. C'est quoi l'impact réel fiscal et tout ça. Tu dois très bien connaître les dispositions. Mais pour moi, cette portion-là, tu dois les avoir, mais ce n'est pas la priorité. On verra à la fin, compte tenu de ce qu'on a besoin d'aller se rendre, puis compte tenu de l'infrastructure fiscale canadienne, québécoise, qu'est-ce qui est le plus approprié en fonction du besoin qui est là. Mais ça, c'est une sphère qui a été peu véhiculée de la planification financière parce que les pubs télé sont toutes belles. Là. IG, Desjardins, National, tout le monde a des belles pubs. Mais en bout de ligne, le derrière la bannière, oui. Parce que je compare ça à un livre de Ricardo. Tu as un paquet de belles recettes là-dedans. Puis, des fois, ma blonde, à part avec ça, elle fait des recettes. C'est super bon. C'est bon. Je vais en faire une, moi aussi. Puis même, les ingrédients sont là, le four est là, tout est beau. Il n'y a pas de trouble. Puis là, je fais ça. Puis, oups. À la fin, des fois, là, les enfants sont polis. Ils grimacent un peu. Je vois, pour moi, c'était pas aussi bon. Pourtant, j'avais tous les ingrédients, j'avais toute la patente. Ce qui est tough, c'est l'accompagnement, c'est l'exécution. C'est vraiment ça qui est le plus important. C'est ce qui m'a intéressé, puis c'est ce qui m'intéresse encore. Fast forward une vingtaine d'années plus tard, ce qui m'intéresse, c'est l'exécution. Comment on peut exécuter mieux, puis comment on peut faire ça. Puis c'est vrai dans toute sphère en comptabilité, en finance. J'étais avec un de mes chums hier qui était en affaires, puis il faisait part de ses projets, où il allait et tout. Puis encore une fois, ce qu'il disait, c'est comment je fais pour exécuter. J'ai beau avoir un plan, tout ça, mais comment je vais exécuter ma stratégie d'affaires? Et ça, je pense qu'avec le futur, avec l'intelligence artificielle et autres et tout, la capacité de régler la complexité, mais la capacité d'exécuter, ça va être une des forces les plus importantes à avoir. Si on ne l'a pas individuel, au moins de s'assurer que l'équipe, on l'ait ensemble. Si on fast forward, fait que là, dans le fond, il y a eu la rencontre par accident au carrefour de l'emploi. Tu n'étais même pas supposé d'aller là, puis finalement, tu l'as rencontré qui t'a emmené là. Puis, tu sais, on est passé de conseiller, puis, tu sais, plus que les postes s'y montent, plus que comme, je veux dire, ça se concentre aussi en termes de, tu sais, il y a de moins en moins de personnes qui vont atteindre les postes plus élevés. Là, tu as récemment eu une promotion, en fait, pour un poste national. Veux-tu nous en parler un petit peu de ce poste-là? Puis, qu'est-ce qui t'a permis, en fait, durant toute cette progression-là, de continuer à avancer quand c'est de plus en plus contingenté? Ouais, très bien. Merci en même temps de pouvoir parler de ça. Donc, le rôle que j'ai, c'est un rôle national qui me permet de m'occuper de tout le réseau de distribution qu'on a. S'assurer justement que tous nos planificateurs financiers, mais tous nos vice-présidentes régionales partout au pays, puis aussi les vice-présidents principaux qui s'occupent des regroupements, qu'on puisse mieux travailler ensemble puis de dire comment on crée plus de valeur aux clients. En bout de ligne, là, être une entreprise cotée en bourse, en bout de ligne, là, si tu veux avoir des parts de marché qui vont être meilleures, tu as beau avoir un McDo, vendre du linge ou avoir un service financier ou de la planif, c'est toujours la même chose. Hein? Est-ce que je vais gagner des parts de marché? Puis pour gagner des parts de marché, il faut que ce que j'amène comme prestation de produits, de services, soit meilleur que la moyenne. Absolument. C'est assez simple. Là. Mais justement, ma job, c'est de dire, comment on fait pour ce réseau-là, travailler ensemble, comment on peut aller, puis j'ai bien dit ensemble, quand quelqu'un se met à penser qu'il y a la solution unique, ça va mal. Je pense qu'il n'y a aucun individu aussi talentueux puisse être la personne qui puisse avoir tout ce qu'il faut comme bagage. Mais je pense qu'en travaillant en équipe, puis en ayant, je trouve qu'en affaires, il y a une qualité qu'on ne parle pas souvent, qui est l'humilité. L'humilité d'aller chercher l'aide lorsque c'est nécessaire dans des champs d'expertise dans lesquels on peut reconnaître qu'on n'est pas bon en tout. Alors, ce rôle-là, évidemment, si je reviens en arrière, je commençais comme conseiller. J'adorais ça. Je commençais comme conseiller, puis j'ai dit, je vais faire ça
tout le temps. Je vais monter une équipe, ça va être carrément cette affaire-là. J'aimais ça. Je travaillais à l'époque avec, évidemment, monsieur, madame, tout le monde, mais aussi beaucoup avec les médecins qui allaient avoir le droit de s'incorporer, les entrepreneurs. Sans grande surprise aussi, beaucoup les entrepreneurs. J'adorais ça. J'attends que le mentor que j'avais nommé, il dit ben écoute, j'aimerais ça, un an après, que tu continues à faire ça, mais que tu viens de m'aider dans la direction. Fait que, ça a été rapide quand même. Ouais, fait que là, j'ai commencé ça. Là, combien de temps après être un an. OK. Fait qu'après ça, le même Claude, il dit je vais peut-être accepter un nouveau rôle. Lui, il était le directeur du bureau. Fait que je vais créer probablement un nouveau bureau aussi dans la région. Là, c'est juste 2 ans et demi plus tard de ça. Il dit, ça te tenterait-tu de le partir? Je ne pas tant, mais pratique, j'aime ça. Puis finalement, en fait, j'ai jamais dit non à lui. Fait qu'il le contacte. Fait que ça me prend un peu de temps, t'analyses tout ça. Puis moi, aussi un fait que je veux mentionner, souvent les gens en finance et en comptabilité disent, hey, c'est rentable cette affaire-là. Moi, je vais aller là. Puis des fois, j'agace mes propres enfants qui sont à faire des choix. Il y en a plus jeunes, mais d'autres, ça vient, les choix. Puis ils disent, hey, ça rapporte combien? Puis ça, j'ai dit, ça va rapporter pas grand-chose si t'es pas passionné. Choisis de quoi qui te passionne. C'est tellement vrai. Soit dans le top 5 de ta gang. Peu importe ce que tu fais. Ben oui. Puis j'ai dit, arrête de te comparer à la moyenne. Tout le monde se compare à la moyenne. Cette version fait ça partout. Personne ne va être dans la moyenne, mais tout le monde se compare à la moyenne. C'est vrai. Et donc, il faut que tu sois dans le top 5 des meilleurs. Et pour être dans les meilleurs, il faut que tu sois passionné pour ça. Fait que moi, j'avais cette passion de... Mon rôle, il a changé avec le temps, mais j'aurais pu mettre en gros, on aurait sauvé, on ne fait plus de carte d'affaires. Je pense que la dernière fois que je l'ai fait une, ça fait 10 ans. Là, mais en tout cas, si, mettons, ce qui est écrit en bas dans l'email, pour moi, c'est coach. Je coach encore le hockey de mes garçons aussi. J'aime ça le faire. J'ai toujours aimé ça. Avant, quand j'étais moi-même en exerçant, en faisant du service en planification financière, ben, je me voyais comme coach avec des clients, les aider là-dedans, aller où on va aller. Avec le rôle qui a évolué, quand j'ai pris une région, je voyais à coacher des pratiques d'affaires. Mais c'est toutes des pratiques d'affaires autonomes. Quand tu essayes, moi, je fais toujours une grande différence souvent entre un leader puis quelqu'un qui va avoir un poste en gestion. C'est-à-dire, c'est pas la même chose. Ben, ça peut être la même chose. Il y a des gens qui, parce qu'ils croient des fois qu'ils ont un poste qui va avoir, disons, au niveau hiérarchique, un certain niveau, vont croire que les gens vont les suivre. Ils vont peut-être les suivre par peur ou parce que c'est la bonne chose à faire. Mais c'est pas automatique. Mais si tu veux créer des résultats, il faut inspirer. Et ça, c'est tough à inspirer. Parce que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Tu peux pas inspirer quelqu'un si tu n'es pas inspirant. Tu sais, puis tu peux pas donner quand tu regardes les meilleurs leaders dans le monde, il y a un top 3 choses qu'il faut avoir. Une des choses les plus importantes, c'est beaucoup d'énergie. Je pense aux leaders, là, que ce soit au niveau politique ou quelconque que vous avez, ils ont énormément d'énergie. Tu sais, on parlait là, justement là, du festival d'été un peu en arrivant. Puis bon, hier, il y avait un des shows qui avait moins d'énergie. Aussitôt, même si tu peux chanter correct, c'est là, ta foule, elle ressent tout de suite. C'est d'avoir de l'énergie et ça, de dire, bien, pour avoir de l'énergie, pour être inspirant, bien, tu ne peux pas être fauné. Il faut que tu l'aies en même temps. Ben, j'ai toujours dit, tu peux avoir du fun à 100% du temps, là, puis il y a des journées où tu as du fun sans t'en rendre compte, c'est correct, là, ça fait partie de la game. Mais généralement, d'avoir ça. Alors, moi, je voyais le coaching avec des pratiques. J'ai aimé ça. J'adorais ça. On a pris notre région. On s'est classé dans les meilleures régions au pays en très peu de temps. Puis Claude, fidèle à son habitude, ben, quelques années après, 3 ans après, il me rappelle. Il me dit, OK, là, ça se split durant ce temps-là. Ma blonde avait un enfant. Puis on les a eu assez jeunes, 2e. Puis là, le 3e s'en venait. Puis à chaque fois que je rechangeais de rôle, je disais, ouais, là, je vais être un petit peu, ça va être un petit peu demandant. Vas-tu faire plus d'argent? Pas tant au début, mais c'est pas grave, ça va être le fun. Puis elle a toujours été très, très supportante là-dedans, évidemment. Fait que là, j'ai pris ce rôle-là, puis après ça, j'ai pris un rôle de vice-président pour le Québec, pour une portion du Québec, qui consistait à travailler avec les équipes de directeurs régionaux qui avaient directrice régionale. Puis une couple d'années après, ben, j'aimerais ça que tu t'occupes de la portion Québec au complet, mais aussi, on a ajouté à ça l'Atlantique. Donc, de m'occuper des régions, de faire ce coup-là. À chaque fois, sur la question que tu avais mentionnée, à chaque fois, pour moi, que tu aies une PME qui a un chiffre d'affaires de 100 000 ou une multinationale qui a un chiffre d'affaires de 22 milliards par année, les processus sont les mêmes. Les chiffres sont plus longs, là, hein, quand tu vas en ajouter plus de zéro. Plus de zéro, tu as plus de ressources, c'est ça, mais les fondamentaux, les facteurs clés de succès vont demeurer les mêmes. Alors, pour moi, la prise de décision, quand j'étais conseiller versus aujourd'hui, par exemple, c'est pas tant différent. C'est juste que mon environnement, forcément, est différent. Mes options sont différentes. Mais le processus, quand je dis tantôt, on apprend des processus, on apprend à apprendre.
tu vas intégrer ces éléments-là pour être capable de dire, OK, comment moi, je vais me différencier? Puis comment moi, quand arrive une situation, là, je vais gérer ça. Puis, il faut en faire beaucoup. Il faut prendre beaucoup de décisions. Les meilleurs leaders dans le monde qui ont été reconnus, c'est ceux qui prennent le plus de décisions. J'ai même toujours dit, comme on fait des seuils d'importance relative en comptabilité quand on va vérifier là, les données financières, mais je dis, il y a un seuil d'importance relative en prise de décision. Si j'ai à prendre une décision comme leader, comme entrepreneur, ça représente moins que 3 % des coûts total de l'année, mais ma décision devrait se prendre dans les heures suivantes, avec de l'information imparfaite. C'est parce que le plus grand coût qu'on ne regarde pas dans la vie, là, puis le temps, c'est précieux, là, puis c'est le coût d'opportunité. Mm-hmm. Parce qu'on ne fait pas de chèque à monsieur, madame, opportunité à la fin de l'année. Là. Puis, tu sais, je vois des gens d'affaires dire, écoute, Carl, j'ai sauvé de l'argent, j'ai refait mon sous-sol. Ah ouais, t'as sauvé de l'argent, t'as refait ton sol. Pendant que tu faisais ça. T'es-tu bon à en faire ça? Ah, j'adore ça. C'était tes vacances? Non, je t'ai brûlé après, j'ai pris un mois. Hey, ça t'a coûté cher. En plus, t'es pas tant bon. C'est ça. Ta business dans ce temps-là a fait ça. Ouais. Tu sais, tripes-tu, toi, faire les sous-sols? Si oui, porte-toi une business là-dedans. Mais tu sais, sinon, maximise ton temps, fais d'autres choses, tu sais. Puis si t'es bon en plus, puis tu le fais, mais la vie, c'est un balancier, là. J'ai toujours dit, tu devrais avoir, là, tu sais, comme entrepreneur, comme leader, un balancier. J'ai toujours dit un 6-46, là, tu sais, un 6 semaines de vacances, mettons, annuelles. Un 6 semaines, 30 jours ouvrables où tu augmentes tes connaissances à chacune des années. Tu devrais être meilleur à chaque 31 décembre de chacune des années que tu étais au premier. Puis d'identifier ça. Puis le succès que tu as eu aujourd'hui, il ne garantit rien du succès futur. Il fait juste dire que tu sembles avoir un certain talent, prends pas pour acquis, mets l'humilité dans tes poches, ton ego, pousse-le un petit peu là, dans le congélateur, puis regarde ce qui peut être fait là. Il ne faut pas mélanger la confiance. Je pense que la confiance, c'est aussi le plus important. Puis je pense que si on n'a pas assez de confiance en affaires, comme leader et autres, c'est pas de la confiance indue à ne pas évaluer les risques, mais d'avoir une confiance qui permet de dire, OK, je suis capable de faire ça. Je vais me tromper. C'est correct. Mais tu sais, je vais aller de l'avant. Puis un des moyens d'accentuer la confiance, c'est d'augmenter ses connaissances de manière continue. Parce que là, tu sais, je conserve ma capacité à créer de la valeur. 30 jours ouvrables, là, ça peut paraître peu, mais c'est gros quand tu es en affaires, quand tu es dans le jus, ça va vite. quand tu as une famille, whatever. Tu sais, je vais mettre ça là. Mais c'est important. Puis un 40 semaines où tu es all-in. Là. Évidemment, toujours dans la blague, prends pas tes 6 semaines de vacances puis tes 6 semaines de training après l'autre, ta compagnie n'existera plus. Ton poste ne sera plus là. Mais tu sais, de le répartir dans l'année puis de le mettre réellement. Moi, je suis un très grand fan dans tous les postes que j'ai eus ça a été un conseil qui m'avait été donné, de calendarisation. C'est même pas un vrai mot, ni en français, ni en anglais. Ouais, mais Je cherchais dans ma tête. Non, c'est ça. Fait que, il n'y aura pas de faute à l'écrire. Mais pour moi, la calendarisation, c'est tellement important parce que puis moi, je suis un peu freak là-dessus. Je connais mon calendrier pas mal, le prochain mois à l'avance, pas mal à chaque heure. Puis moi, je veux savoir si je joue au hockey ou si je fais ça, c'est là-dedans. Tu mets tout dedans, puis t'es moins à penser toujours à qu'est-ce que je fais là, où est-ce que je vais, qu'est-ce qu'il y en est. Puis pour moi, quand tu vends du service, ce que tu vends, c'est toi. Si tu n'arrives pas préparé, ça va vraiment mal aller. Tu sais, si tu fais un produit quelconque, tu dis, OK, voilà, il est là, tu sais, puis je l'ai préparé, j'ai veillé pas mal au fait qu'hier, mais je vais être correct, tu sais. Ça peut arriver, le produit est là. Mais quand c'est toi le produit, tu sais, des fois même, si tu n'es pas au niveau physique, au niveau mental, en bonne condition, reporte même ce que tu avais à faire parce que tu ne vas vraiment pas livrer ce que tu es capable. J'ai entendu ça une année, un collègue qui avait fait, il est toujours bon en présentation, il en fait une, puis là, c'était moyen son affaire, pour diverses raisons. Puis il y a une personne dans la salle puis tu sais, c'était payant cette affaire-là, puis tu sais, il va le voir, puis il dit, hey, j'ai aimé ça ta présentation, mais j'étais un peu déçu parce que je sens qu'on n'a pas eu le meilleur de toi-même. Et ça, pour lui, là, ça fait 20 ans de ça, puis ouais. Il a encore... S'il n'y a rien, tu sais, tu dis, ouais, je vais le faire. Mais évidemment, tu ne seras pas toujours le meilleur de toi, tu ne seras pas toujours ta meilleure prestation chaque fois. Mais moi, c'est portion de coaching. Fait que le nouveau rôle qui est, c'est de s'occuper c'est juste de coacher encore, mais différentes personnes. C'est de dire, comment on peut travailler mieux en équipe. Et malheureusement aussi, il faut prendre des choix difficiles en affaires. Il y a des choses où, des fois, tu dis, est-ce que j'ai les bonnes personnes au bon endroit? Tout le monde est excellent comme humain, mais des fois, il y a des gens dans ma carrière que j'ai vu que tu dis, hey, tu devrais changer de rôle. Puis au début, c'est sûr que c'est tough à l'ego et autres, mais des années plus tard, tu vois, ça sent pas mal mieux. Tu sais.
c'était meilleur pour moi, là. Donc, ça dans la notion de coaching, puis pour moi, de coacher un entrepreneur qui a des besoins financiers quelconques, en fait, non, l'entrepreneur n'a pas de besoins financiers, il ne se rendra pas compte des besoins. C'est beaucoup de choses que tu dis, OK, t'en es là. Tu veux vendre ton entreprise, faut-tu qualifier l'exonération de gain en capital? C'est quand j'avais dit ça, moi, au début, quand je commençais à des gens de ma famille qui avaient une entreprise, tu qualifiais l'exonération? Disais-tu un concours, quelque chose? C'est quoi tu parles? Puis, c'est quoi cette affaire-là? C'est pas des réflexes qui ont de leur côté. L'entrepreneur, il travaille 90 heures semaine. C'est ça son rôle, puis c'est parfait comme ça. Il faut qu'il maximise son entreprise. Exact. Ouais. Il faut qu'il y ait de l'aide externe qui vienne le coacher, mais pas juste de manière ponctuelle. C'est pour ça que le guide dont je faisais mention vient montrer le rôle de tout le monde. Mm-hmm. Qui fait quoi? Il n'y en a pas. Si quelqu'un dit non, moi j'ai un comptable ou j'ai une planificatrice financière ou une avocate ou un notaire qui fait tout. Tu as quelqu'un qui fait tout. Moi, je vais voir mon médecin. Là, c'est tough au Québec. Mettons, t'en as un. Tu vas voir un médecin. Mettons, t'en as un. Mettons, t'en as un, tu vas voir un médecin. Médecin généraliste. Moi, peu importe ce que t'as, là, je t'opère dans l'après-midi. Hein? Ah ouais, je suis une rockstar. Le cœur, la tête, peu importe. Je suis une rockstar. Il n'y a pas de trouble là-dedans. Hey, calme-moi, je comprends qu'il y a un manque de ressources, mais j'aimerais quand même. C'est un avis. Ben, c'est la même affaire. Malheureusement, dans le milieu financier, on fait ça souvent. Ah, j'ai une personne de confiance. C'est correct. Tu ne peux pas en avoir 32 de personnes de confiance. Tu peux probablement avoir une chef d'orchestre qui peut être, ça peut être un notaire, un comptable, un avocat. C'est pas vraiment important. La personne que tu vas fitter avec, c'est peut-être qu'elle a une connaissance, peu importe. Cette personne-là va être importante. Mais ce qu'on a dit, nous, avec la Chambre des notaires, avec l'Ordre des CPA, avec les autorités réglementaires, avec l'Institut de planification financière, avec la Chambre de sécurité financière, c'est de dire, est-ce que nos membres, pour mieux servir la population, pourraient avoir l'humilité de dire, OK, ça, je vais t'aider là-dedans, mais tu aurais besoin de telle ressource. Alors, le guide qu'on a fait au départ, qui est sur le transfert d'entreprise, il n'est pas pour les entrepreneurs. Il est pour les professionnels qui travaillent avec les entrepreneurs, pour mieux les aider, pour mieux les guider, pour éviter des questions comme c'est un concours, quelque chose. Alors qu'on sait, en fiscalité, en finance, tu sais, dans la vie, on dit souvent, c'est un bon. Ma mère, elle me disait ça souvent, il n'est jamais trop tard. Puis je comprends pourquoi tu dis ça. C'est rassurant. C'est rassurant, c'est le fun. En fiscalité, des fois, il est vraiment tard. Tu sais, t'arrives là, tu te dis, là, il n'est jamais trop tard. Ouais, les autorités réglementaires, eux, pensent qu'il était tard. Fait que, tu sais, d'avoir une certaine proaction, moi, c'est ce qui m'a toujours aidé. Travailler à. Le passé m'intéresse, mais je trouve que le passé, là, puis je prenais souvent une image là, que je faisais rire parce que quand j'enseignais, je l'utilisais, là, puis c'était un tableau de bord de gestion, mais c'était comme quand tu conduis ton auto. Puis tu as tous les indicateurs. Et là, il y avait un peu changé. Tu avais 3 chemins qui étaient comme les opportunités que tu as. Puis tu avais le rétroviseur, qui est la vision rétrospective. Ça, c'est pour le passé. Quand j'ai fait mes cours de conduite, ça fait une couple d'années, là, ma fille les a fait récemment. Puis, tu sais, au début, elle la regardait trop en arrière, elle avait rentré dans la porte de garage. Tu sais, c'est un bon exemple. Tu sais, tu dis, la vision rétrospective, dans les cours de conduite qu'il y avait, puis tu dis ça encore, tu dois la regarder souvent, mais pas longtemps. Sinon, tu vas rentrer dans la porte de garage, dans l'auto mais on reste souvent collé sur le passé. On reste souvent collé sur le passé. Ah, il est arrivé ça. Puis le passé va forger qui on est, puis c'est bien correct. Mais des fois, avoir des cicatrices qui n'ont plus d'affaires, il faut ramener, là, moi, je pense toujours que de s'arrêter, puis de prendre, moi, ce qui m'a toujours aidé, j'appelle ça des journées Carl. C'est drôle parce qu'il y a des gens que je donne ça à des gens, ils disent, hey, j'ai fait ma journée Carl. Prends ton propre prénom. C'était juste une révélation. Mais je veux dire, c'est de s'arrêter une fois par trimestre. Puis je vais être des gens d'affaires, des leaders. C'est-tu malade? Une journée par trimestre, je suis dans le jus. Il me manque d'heures par jour. Ma réponse, c'est toujours, c'est pas de trouver une journée, ça presse de prendre une semaine. Parce que ton rôle, tu le fais pas correctement. Si tu n'es pas capable d'habituer, ben, ça fait 4 jours que tu as starté ta compagnie, je comprends. De toute façon, tu n'as pas un trimestre déjà de fait, là. Mais la notion, c'est de s'arrêter. D'éviter d'être la grenouille bouillie. Quand tu es dans une organisation, une grenouille bouillie, c'est un concept physique qui est réel, pas besoin de le tester, là, ça fonctionne. Tu mets une grenouille dans l'eau froide, tu augmentes d'1 degré à l'heure la température, elle va se laisser bouillanter sans bouger une patte. Pourquoi? Parce que son point de référence, c'est toujours l'heure d'avant, puis 1 degré. 76 degrés Celsius, c'est chaud, pas mal, mais pas beaucoup plus que 75. Et c'est pour ça qu'en comptabilité, on a développé des ratios, des trucs comme ça pour se truquer soi-même, pour éviter d'être la grenouille bouillie. Ton taux d'endettement est rendu à combien? Ah, il n'est pas si pire par rapport à la semaine passée. Ouais, mais moi, je suis arrivé de l'externe, qui est la grenouille, qui était dans le froid, qui arrive dans l'autre chose. Hey, wow, il y a un problème. Donc, il faut se doter d'outils. Puis moi, c'est ce que j'aime amener avec les leaders, avec les gens, c'est la même chose avec la clientèle. On va donner des éléments qui font que, dans le fond, tout le monde a besoin de ressources
qui vont comprendre que l'humain, c'est une bébête émotionnelle, puis que le pire danger à prendre des décisions, c'est de ne le faire qu'avec les émotions. Il ne faut pas les tasser. Quand tu dis, hey, là, Carl, tu me donnes des méthodes de prise de décision, je ne veux pas enlever toutes mes émotions. Ça vient avec le modèle de base, fais-toi-en pas, c'est inclus. Il n'y a pas besoin d'y repenser. Tu n'as pas besoin d'extra là-dedans, ça vient de base, c'est là, c'est bien inclus. Mais de te donner d'autres outils, d'avoir un accompagnement qui permet de dire, OK, je vais prendre une prise de décision, je vais avoir une ressource externe qui va comprendre mes émotions, mais qui ne vivra pas. Et ça, c'est nécessaire en affaires et autres d'avoir ça parce que soudain, puis le sixième sens, en passant, c'est super bon. C'est même prouvé là, que ça peut aider beaucoup à la prise de décision. Mais rien n'empêche d'avoir un élément de contrepartie, surtout en affaires, avoir du flair en affaires. Il y a plusieurs méthodes de dire c'est important de s'écouter. Puis souvent, c'est du flair, mais bon, de mon background un peu, qui a fait un peu de recherche, c'est plus de dire on est capable de quand même comprendre d'où ça vient, cette affaire-là. C'était pas juste un feeling. Tu as vécu ça. Tu l'as juste pas mis par écrit, mais tu as emmagasiné que quand X et Y sont en place, ça donne Z. Aujourd'hui, tu es en face d'un X, Y donne Z. Personne ne les voit parce que personne ne comprend ton X et ton Y, mais toi, tu l'as vécu tellement de fois que c'est évident. Donc, c'est pas tant un flair, c'est une expérience que tu n'as pas mis dans un livre. C'est un des problèmes qu'on a au Québec avec beaucoup de PME qui ne trouvent pas preneur. Ouais. On a beaucoup de one-man, one-woman show. Puis que, tu le vois. C'est pas transférable. Ah oui. L'année passée, tu checkes les nouvelles, tu regardes. Il y a toujours des reportages bizarres l'été, puis les gens vont moins aux États-Unis, mais il y a toujours 2 reportages l'été. Hein. S'il fait chaud, bois de l'eau, puis c'est toujours ça. OK, parfait. Puis l'autre, c'est. Ils vont toujours aux douanes. Cette année, il va peut-être en avoir moins, de Canadiens, puis ça. Ils vont toujours aux douanes, puis là, ils disent, hey, il y a beaucoup de monde aux douanes, puis c'est les vacances de la construction. C'est comme, ben oui, tu sais. Puis ils vont toujours demander aux gens qui sont en file, s'ils aiment ça, attends. Je ne sais pas à quoi tu t'attends comme J'adore réponse. ça. Fait que j'adore ça. J'avais le goût de jouer au démineur. Puis non, fait que personne n'aime ça. Mais souvent, ils vont prendre un entrepreneur. Ça arrivait quelques fois l'année passée encore. Puis un monsieur d'un certain âge. Je disais, hey, j'ai pas pris de vacances depuis 93. Puis ma business, ça. Là, souvent, je prenais cet extrait-là, moi, quand j'enseignais. Puis je disais aux gens, il vient de dire à la télé. Je prenais cet extrait-là. Puis je viens de dire à la télé que sa business ne vaut pas une scène. Il n'est même pas capable de partir en 32 ans. Hey, t'as vu-tu sa business? Comment il a fait le transfert de connaissances et autres? Et ça, l'accompagnement que tu peux amener, les gens en finance, en comptabilité, c'est une sphère qui va prendre encore plus de place. Ouais. Quelqu'un qui veut faire ça. Évidemment, moi, je crois que la technologie et autres ne va pas diminuer les rôles. Je pense que les gens qui veulent être dans le top 5 vont avoir du fun comme jamais, vont aller plus dans la complexité, vont aller moins dans le calcul direct, mais plus utiliser la complexité des données pour aller se projeter dans le futur. J'ai une je vois le temps qui file, là, mais je suis juste curieux parce que là, on parlait justement que comme, tu sais, il y a eu peut-être 1 an, au début de la carrière, ça a déboulé assez vite. C'est qu'est-ce qui a bâti la confiance là-dedans de comme, tu sais, de pas se sentir un peu le fameux sentiment de l'imposteur, si on veut, là, de te sentir apte à prendre le step de plus, si on veut, en début de carrière? Moi, j'ai été habitué de prendre des rôles où j'ai eu l'opportunité de le faire. Souvent, les gens, il n'y avait pas mon âge. Ils étaient plus vieux. Puis, au début, tu peux dire, OK, je vais être capable. Mais j'ai toujours une certaine confiance. Pas que moi, je pouvais solutionner tout, mais qu'on pouvait se créer une équipe. Moi, quand j'arrive dans un poste, la première chose que je fais, quel qu'il soit, c'est de dire, ça va être quoi mon équipe? Aucune chance que je fasse ça tout seul. Ça va être quoi mon équipe? Puis j'ai-tu des gens qui vont être inspirés par où on veut aller? Donc ça m'a aidé. Mais l'élément fondamental, principal, c'est d'avoir quelqu'un autour de toi qui te montre cette confiance-là. Puis la confiance, c'est tellement important, des fois, d'avoir une main sur l'épaule qui dit « Hey, ouais, tu es capable de faire ça. » Des fois, c'est juste ça. C'est correct qu'en vélo, quand tu apprends 2 roues, ça marche aussi. Mais tu sais, dans la vie, ça continue. D'avoir dans l'environnement quelqu'un qui va dire « Non, tu peux le faire. » Puis, je te dis pas que ça y est, c'est réglé pour la vie, j'aurai plus jamais de questionnement, mais ça aide. Donc, de s'entourer de mentors, de gens qui disent cette personne-là va me mettre la main sur l'épaule, tu es capable de le faire, ça, c'est fondamental. Pour le maintenir après, c'est de continuer à dire je vais créer de la valeur. Comment je fais, là? N'importe quel produit, service, c'est quoi? J'en ai parlé un peu tantôt, mais essentiellement réduit à sa plus simple expression. Est-ce que je crée de la valeur? Puis est-ce que je suis capable de la maintenir? J'ai un restaurant Michelin, là, ça sortira. J'ai un super bon restaurant. Je crée de la valeur aujourd'hui.
Mais la journée qu'ils ont l'étoile Michelin, ils disaient, hey, quand là, il va repasser le client mystère, je vais être capable de le maintenir. Donc, c'est toujours est-ce que je crée ça. Pour s'équiper en confiance, il faut protéger des fois de sa confiance aussi. Sa confiance va consister à dire, ben, tu sais, il y a beaucoup de gens, puis il faut que je me truque là-dessus moi-même. Je suis quelqu'un qui aime ça foncer. Puis je ne m'arrête pas souvent là, pour dire, ah là, ça, c'était merveilleux ce qu'on a fait, tu sais, blablabla. C'est fait, le go, on part. On part. Ça, c'est beaucoup amené en psychologie maintenant, plus aussi de dire, OK, on va s'arrêter, puis on va regarder ce qui a été fait. Parce qu'il y a un livre en psychologie qui s'appelle Gap, puis il est court, ce livre-là, mais il dit que souvent, comme humain, tu vas avoir un plan, tu vas parcourir un chemin énorme, tu vas vraiment t'être amélioré de manière significative, mais tu vas te dire, ah, mais je ne me suis pas rendu où je voulais. Puis tu restes pogné entre l'espace qui existe, entre où tu t'es rendu, qui est vraiment significatif, comme la manière que tu as pu t'améliorer, puis où tu t'es pas rendu. Alors, de s'arrêter un peu, c'est important parce que sinon, tu as l'impression que finalement, c'est pas si bon que ça, ce que j'ai fait. Tu sais, j'ai avancé ça. Donc, ton point est majeur. Puis, loin de moi, la confiance, c'est quelque chose que tu dois travailler au quotidien, selon moi. C'est de se questionner. Pour moi, les fondamentaux, c'est de dire, est-ce que... Moi, j'ai toujours été quand même assez proche de la société. Je pense que chacun, ça serait le fun, qu'est-ce qu'on fait, là, aide en bout de ligne. Puis moi, ben ça m'a protégé ma confiance. Est-ce que ça, qu'est-ce qu'on fait, va aider en bout de ligne? Va aider, oui, les gens qui ont travaillé parfaitement. L'organisation, c'est sûr que ça ne l'aide jamais. Mon email ne marchera pas un moment donné, parce que ça fait partie de ma game aussi. Mais tu sais, ce fameux triangle-là, tu sais, en affaires, tu as des clients, là, le sommet, ce sommet-là, il doit être là, primordial. On a-tu ça? Les employés, les travailleurs autonomes qu'il y a avec, c'est un sommet important, puis l'organisation, parce que si un des trois tombe, là, il n'y a plus de triangle. C'est fragile, cette affaire-là. Mais cette confiance-là, moi, je la vois avec ça, mais c'est à cultiver chaque jour. Puis je connais personne qui dit à moi, je déborde de confiance. Si tu as trop de confiance, sans t'auto-questionner, ben là, c'est un autre enjeu. Puis là, souvent, comme leader ou comme entrepreneur, probablement que ça ne sera pas parfait, là. Puis moi, je serais curieuse de savoir, parce que le domaine de la planification financière, ça inclut beaucoup de gens, beaucoup de professionnels. Puis, justement, il faut être en mesure d'aller tirer son épingle du jeu pour aller chercher une clientèle qui nous ressemble, par exemple. Quel conseil donnerais-tu aux personnes, aux jeunes professionnels qui se lancent dans ce domaine-là pour réussir à se démarquer puis se bâtir une belle clientèle quand ils commencent? Bien, une chose, très bonne question, parce que c'est souvent, pour l'avoir fait moi-même quand j'avais 24, 25 ans, tu dis, bon... je commence où? Qu'est-ce que je fais? Et de bâtir à zéro, c'est difficile. C'est très difficile. Aujourd'hui, toutefois, il y a des outils qui ont été montés dans notre organisation, mais dans d'autres aussi, qui permettent d'avoir des stages avant la fin des études, justement. Pour moi, c'est une des choses qu'on avait créées parce que je disais, il faut qu'on donne une chance. Il ne faut pas que ce soit comme moi, au carrefour de l'emploi, que tu arrives, hein? Une surprise que, oui. On devrait être capable. Aujourd'hui, notamment à l'Université Laval, dans d'autres universités aussi, il y a des parcours en planification financière où on va être très bon sur le niveau technique. Mais ça ne veut pas dire qu'on explique le day-to-day ressemble à quoi. Oui. Puis ça, ce serait une recommandation que j'aurais avant, là, mettons, de dire, si vous êtes en mesure de faire ça, une année avant la fin des études, de faire un stage quelconque, à la limite pour chasser l'indifférence. Tu sais, au lieu d'une entrevue de 3 semaines, tu as 18 semaines. C'est un super beau programme. On a des amis qui le font présentement, là, puis ils adorent ça de voir. Justement, c'est très concret. Hein? C'est très concret, puis ça permet de voir est-ce que ça va me tenter. Puis, les gens qui sont à l'écoute là, ben, il y a aussi de la place pour ce que je fais moi aussi. On a besoin de leaders, on a besoin de gens. Puis il y a beaucoup de nos gens qui font les rôles de leader actuellement. Ce que je ne cacherai pas, c'est des gens de l'entourage qui ont eu, des gens de l'interne, beaucoup de gens de l'interne qui ont été conseillers, qui ont fait ça et autres, qui disent, ben moi, j'aime ça, ce côté-là, je suis curieux. Mais on a aussi plusieurs rôles, les gens qui se questionnent en planification financière. Il y a le rôle de planificateur, planificatrice financière. Et par exemple, on a une équipe complète, des fiscalistes, des notaires, des avocats, des comptables qui viennent donner un coup de main à donner une prestation de service qui, eux, ne sont pas en développement, le font là. Il y a des équipes qui font du coaching de nos équipes en place. Comment tu peux être meilleur en intégrant la fiscalité et autres et tout ça, d'intégrer ça dans ta pratique. Alors, il y a beaucoup de carrières dans ça, mais si on revient à celle qui est, mettons, je veux me créer une pratique, ce qu'on voit beaucoup de gens aujourd'hui, c'est que, oui, il y a moyen de se créer une pratique, mais on va donner des outils des fois pour dire, je peux le faire sur une base d'employés où je vais apprendre aussi. Je peux le faire sur une base qui va être de joindre une équipe existante qui va dire, OK, je vais apprendre dans ce processus-là. Ou on a d'autres, non, moi,
via mon stage et autres, là, mais il y a des programmes qui aident aussi. Donc, ça fait en sorte que la réussite, c'est un point important, les gens qui ont fait les stages en planification financière, beaucoup de comptables, beaucoup de gens en finance, beaucoup de gens en planification financière, c'est un des meilleurs taux de rétention de tout employé et de gens qu'on a eu après 4 ans. C'est près de 80 wow. Ce qui est énorme. Ouais. C'est que les gens, au lieu d'avoir fait 3 entrevues, ils ont fait 15 semaines. Ils ont dit, OK, je connais ce qu'il y en est, c'est pour moi ou pas. Puis aussi, on a des besoins majeurs. Plus que jamais, au Québec, il y a aussi 76 de toutes les pratiques en planification financière qui prennent leur retraite sur 10 ans. Alors, on a besoin de relève. Moi, il y a des gens qui disent moi, j'ai fini l'université à quel âge? Moi, je ne l'ai jamais fini. Je n'ai jamais arrêté l'université. J'ai après ça continué d'enseigner. C'est vrai. Puis je pense qu'il y a une richesse tellement importante d'avoir des jeunes dans une organisation. Je pense que d'avoir cette facilité à comprendre vos technologiques, d'avoir cette vision des choses-là, c'est nécessaire parce que pour accommoder ces pratiques-là qui vont aller à la retraite, on a besoin de gens dynamiques qui vont avoir appris. Alors, il y a vraiment, contrairement à il y a 15 ou 20 ans, quelqu'un qui aime ça, oui, il peut développer une clientèle, il y a des outils, il y a ça, tout ça est en place. Il y a même une rémunération qui est en place pour aider et tout. Mais en plus, cette personne-là pourrait avoir accès plus tôt que tard à dire, OK, moi, je vais reprendre la relève d'une pratique. Donc, avant, je disais, il faut être entrepreneur. Là, je dirais, il faut être au moins intrapreneur. Parce que intrapreneur, ça peut fonctionner aussi. Absolument. Et évidemment, une chose que je crois beaucoup, c'est que, avec ce que je vous ai compté aujourd'hui, ça serait malaisé pour moi de vous dire l'inverse, mais je pense qu'on peut changer de rôle beaucoup dans une vie. Il y a des gens qui vont être très à l'aise dans un rôle donné. Moi, j'aime le côté innovation, j'aime ça, puis ça existe aussi, ça. C'est-à-dire des gens que j'ai aujourd'hui dans mon environnement, que même eux font des rôles qu'ils n'auraient pas pensé faire. Moi, je suis arrivé, quand je suis arrivé chez IG, quand on avait pris la décision, quelques mois plus tard, moi, c'était de développer une pratique qui allait être là pour les 40 prochaines années, puis d'avoir du fun là-dedans, puis j'aimais ça. À chaque fois que j'ai changé de rôle, c'était très difficile pour moi parce que je laissais quelque chose au moment où ça avait été, à chaque fois, la meilleure année que j'avais jamais eue. Et ça te permet de prendre les décisions pour les bonnes raisons. Tu ne quittes pas un navire qui coule. Tu es en train de le faire, puis c'est tough. Toute décision, le fun devrait être tough, selon moi. Puis le fun, pour moi, c'est un des modos importants. On parle beaucoup d'affaires, mais le fun, s'il n'est pas là, la vie est trop courte, là, il faut avoir du fun dans ce qu'on fait là. Il y a des affaires plus le fun que d'autres. Il y a peut-être un 20 qui n'est jamais tant le fun. Mettons qu'il y a 80 qui est le fun. C'est un bon ratio. Oui, c'est ça. On serait peut-être rendu déjà aux questions de la fin. Il y a tellement de choses qu'on aurait aimé parler. Le nouveau programme qui est mis en place et tout ça. Peut-être un deuxième épisode. Oui, c'est ça. Qui sait, deuxième saison. 2, Mais oui, pour les questions de la fin, première chose que j'aimerais savoir, as-tu un livre à recommander à notre audience? Oui, j'en ai plusieurs, mais j'en ai un préféré que je prends souvent, c'est le livre Good to Great, qui permet... il y a plusieurs choses de dites dans le livre, mais une phrase qui m'a interpellé beaucoup, j'ai touché un peu aujourd'hui, c'est lorsque tu as des gens brillants, talentueux, rentre-les dans ton autobus, trouve-leur un siège. S'ils stannent, laisse-les pas sortir. C'est la ressource la plus importante, les humains. Trouve un autre siège dans l'autobus. Wow. Puis ça, pour moi, c'est quelque chose que j'ai essayé d'appliquer depuis que ce livre-là m'avait été recommandé. Et pour moi, c'est significatif. Les ressources humaines, les technologies sont là et autres et tout. Ils vont juste venir accentuer. Pour les humains, les gens talentueux, les personnes talentueuses, la technologie va juste être un outil qui va permettre d'aller plus loin. Pour les gens moins talentueux, talentueuses, malheureusement, ça va être un enjeu. C'est la réalité. Donc, d'où l'importance d'avoir du fun puis de s'assurer de la moyenne, c'est correct. Mais ça, on va avoir vraiment du succès, top 5 %. Merci pour la recommandation. Je vais la rajouter à ma to-read list, certainement. Ensuite, est-ce qu'il y a une habitude que tu conserves au quotidien pour te garder actif, groundé? Pour moi, c'est important de rester. Je fais du sport... des fois 5 à 7 fois par semaine. J'ai besoin de... Ça peut être... me promène pas mal. Donc, des fois, c'est courir, c'est facile. Hein. Tu te permets de courir, aller là. Quand il fait beau, c'est fun. De marcher. Sinon, il y a des tapis roulants dans les hôtels. C'est pas pire. Tu sais, puis aussi d'aller... j'aime bien faire de la randonnée aussi. Ça aussi. À Québec, on est choyé pour ça. Oui, du hockey. Je joue encore au hockey aussi. Pas l'été. L'été, je prends une pause, mais une couple de fois par semaine l'hiver. Pour moi, ça, c'est important. Il y a un de mes collègues qui m'avait déjà dit un moment donné, il dit « Être en forme, quand tu vends toi, c'est-à-dire l'humain, plus que... Ça
ça fait partie de ta job. Puis, depuis que j'avais eu ça, tu dis, ouais, c'est vrai. Puis, toujours rester actif. Mais pour moi, pour maintenir un niveau d'énergie, il faut que tu ailles le chercher à quelque part. Puis moi, ça me permet de réfléchir beaucoup. Quand tu es seul là ou avec le chien, quand tu ne tires pas trop après sa laisse, tu es correct pour réfléchir à ça. Moi, j'aime ça. J'aime vraiment ça. Puis pour terminer, est-ce que tu aurais un conseil que tu aimerais donner à notre audience pour bien clore le tout? Faites-vous confiance. Soyez ambitieux. Puis l'ambition est à géométrie variable. L'ambition, c'est pas nécessairement dire de partir en affaires demain matin, mais de oser puis d'aller dans des sphères qui peuvent paraître inconfortables, mais s'ils sont excitantes, ils paraissent attrayantes, mais qu'on a un sentiment qu'on n'est pas en mesure de le faire, c'est un signe qu'il faut aller le faire. Là. Puis de foncer là-dessus, c'est ça qui va permettre d'être dans les meilleurs, d'avoir du fun. Ça, c'est rattaché à ça, avoir du fun. La vie est courte, il faut que ça soit le fun, cette portion-là. La job, c'est les occupations professionnelles, ça prend beaucoup de temps. Faut s'assurer que ce soit... J'ai vu trop de monde dans d'autres vies, de d'autres jobs, de dire, hey, là, je prends ma retraite dans 23 ans, 6 jours, 4 semaines. Ouais. Hey, c'est long, là. Là, tu dis, pour eux autres, j'ai toujours dit la semaine typique, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Là, ils repartent. Là, tes affaires, ça, tu vois ça sur les réseaux sociaux. Quand tu arrives le lundi, le monde... Non, moi, les lundis, c'est le fun. Il faut que ce soit fun le lundi aussi. Puis pour ça, il faut que tu prennes de quoi qui est stimulant et passionnant. Absolument. Je rajouterais peut-être, dans le fond, de ce que j'ai compris aussi, c'est oui, une confiance en tes capacités, mais aussi une confiance dans le sens la vie, tu sais, les opportunités qui vont se présenter. Et au début, tu sais, ça a toujours été de suivre les opportunités qui se sont présentées, puis de rien refuser. On accepte, on continue de monter. Puis avec ça aussi, sûrement que l'expérience comme enseignant, comme chargé de cours, a sûrement aidé aussi à vulgariser, comme on disait tout à l'heure. Fait que ça a été une discussion super intéressante. Merci beaucoup, Carl, de ton temps aujourd'hui. Un énorme merci. Merci beaucoup. Merci à vous deux.